Les voix off, magazine d'actualité théâtrale. Alors, bienvenue à cette émission du lundi 11 février des voix off, magazine d'actualité théâtrale. Donc, en première partie, tu l'as dit, Anne-Marie, nous allons avoir une entrevue avec René Mignaccio, metteur en scène des Bas-fonds de Maxime Gorky, qui a lieu présentement aux ateliers Jean Briand jusqu'au 23 février. On reçoit avec nous René Mignaccio, metteur en scène de cette pièce Les Bas-fonds de Gorky. Alors, bonsoir, M. Mignaccio. Bonsoir, merci. Alors, merci d'être venu aux voix off. Alors, Maxime Gorky, certains connaissent, d'autres pas, mais c'est quand même un classique, là. C'est devenu pas un classique, mais une pièce de répertoire là, dans le théâtre mondial. Mm-hmm. Alors, de quoi nous parlent les Bas-fonds? Les Bas-fonds nous parlent de gens, de l'itinérance, en fait. Les Bas-fonds parlent de l'itinérance. Gorky a dépeint ces gens-là en 1902 dans la pièce qu'il a écrite. Kurosawa l'a repris en film en 1957. Ah. Et moi, j'ai créé une adaptation à partir du texte de Gorky et du scénario de Kurosawa. Oui. Donc, c'est le thème de l'itinérance qui perdure dans les sociétés occidentales. Oui. Et mais qui s'amplifie, on dirait, en plus. Qui s'amplifie, qui perdure. C'est une souffrance qui est là, permanente. Qui rend compte de l'état dans lequel on se trouve au niveau économique, au niveau politique, au niveau humain. Et donc, c'est l'ouverture, c'est la peinture de ces gens qui sont en dérive, qui sont en souffrance surtout, et qui se retrouvent dans un lieu, dans un refuge, qui est un symbole. Un symbole d'une perdition, d'un endroit qui est séparé de tout, dans lequel ils se retrouvent et dont ils essayent de s'en sortir. Ils essayent de sortir de leur vie misérable, ils essayent de sortir de leur perdition, avec plus ou moins de difficultés. Et donc, Gorky ne donne pas la réponse. On n'est pas à Hollywood, donc c'est pas le genre tout le monde va bien, tout finit bien. C'est le problème qui est exposé d'une façon assez profonde, assez réaliste, voilà. Sauf que c'est le langage qui change. Hein? C'est le langage qui change. Alors ici, nous, on l'a adapté à la ville de Montréal, dans le sens que les acteurs parlent leur langage d'origine. Donc il y a des acteurs qui sont de France, il y a des acteurs qui sont du Québec. Donc on a décidé qu'au niveau du langage, ils utiliseront un langage qui est près de leur corporalité et de leur origine culturelle. Donc, Et en quoi ça nous parle du monde? Dans le sens que, probablement, cette pièce a écrit en 1902, vous dites, avant la Révolution russe. Ça la préparait. Hein? Je pense qu'on descend vraiment dans les bas-fonds. Mais en quoi ça nous parle du monde? Puisque on y retrouve quand même des odeurs de spéculation. Et en tout cas, moi, j'ai vu des personnages dans votre histoire qui semblaient, oui, effectivement, montréalais. On n'est pas sans penser à crise du logement, toutes sortes de choses. Mais pour vous, qu'est-ce que ça annonce du monde? Qu'est-ce que ça nous parle d'aujourd'hui? C'est sûr que le langage n'est pas le même. On meurt pas aujourd'hui de consomption comme on en mourrait dans ce temps-là, mais quoi que c'est peut-être une question de temps. Hein? Je pense que ça parle de l'âme, en fait. Je pense que fondamentalement, l'âme se manifeste dans le corps social. Oui. Elle est représentée de façon diverse. Le spectacle raconte une blessure. Ouais. Une blessure qui a de la difficulté à être soignée. Ouais. Est-ce qu'il y a la détermination politique pour soigner cette blessure? Est-ce qu'on est juste... Ça précède une crise, on dirait. Voilà. Ça précède une crise et ça rend compte d'une crise. Oui. Avec l'état financier dans lequel la crise économique financière qui s'est passée il y a 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aux États-Unis, des familles entières sont jetées sur le pavé, des gens qui ne sont pas nécessairement des itinérants. Des gens se retrouvent à la rue pour des considérations économiques et politiques qui sont un peu factices, en fait. Ouais. Le fait que the have and have-not, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Les gagnants, les perdants. Voilà. Le trou est de plus en plus large, mais c'est un trou qui est fabriqué. C'est possible de remettre une société dans un état équitable et juste. Oui. C'est possible de faire en sorte que la société prenne soin des gens qui sont en souffrance. C'est possible que l'itinérance disparaisse de la société. Oui. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas cette hypocrisie fondamentale du pouvoir financier qui considère que l'itinérance, peut-être, c'est une façon aussi de démarquer celui qui réussit et de celui qui ne réussit pas. Oui, d'accord. Donc, mais à la fin de... Mais comment Gorky, lui, a écrit ça? Est-ce que vous êtes au courant? Là, j'ai plusieurs questions à vous demander sur la dramaturgie. Dans
dans quel contexte? Ben lui, j'ai pas fouillé Tellement pour savoir ce que Gorky lui fait. Je sais qu'il était inscrit dans la société russe. Je sais que Gorky, c'était un être révolutionnaire. En même temps, son nom, ça veut dire la mer, donc il s'appelle Maxime Lamère. Ouais. Donc il y a une revendication sociale au niveau de la pièce. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le parcours de Gorky, mais c'est de m'intéresser aux personnages qu'il y avait dans la pièce et comment ces personnages-là pouvaient arriver jusqu'à la société d'aujourd'hui. Oui. Ça, c'est la première question quand on lit la pièce, c'est comment moi, je vais regarder la vie actuelle et comment ces personnages... Est-ce que ces personnages, premièrement, 1902, est-ce qu'ils s'inscrivent encore dans une réalité particulière? Et s'ils s'inscrivent dans une réalité particulière, qui sont ces personnages et qui représentent-ils aujourd'hui? Comment les reconnaître aujourd'hui? Voilà, comment les reconnaître aujourd'hui. Ça, c'est le travail qui doit être effectué. Parce qu'on peut faire un travail historique, on peut ramener Gorky à 2013 puis faire du Gorky. Ouais. Moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est de prendre une écriture fondamentale, très bien écrite, très bien présentée, mais de rendre cette écriture vivante aujourd'hui. Donc, j'ai créé cette adaptation parce que le théâtre de Gorky, c'est un théâtre beaucoup plus littéraire, ça parle beaucoup. Oui. Je pense qu'on vit dans des sociétés plus rapides. On connaît, je veux dire, le langage est d'une autre nature. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de prendre cette pièce et de la rendre actuelle aujourd'hui, quelque part. Oui. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait. Pour faire ce travail-là, dans cette version-ci, vous avez croisé, si je peux dire, l'écriture de Gorky avec la scénarisation qu'on a faite à Akira Kurosawa. Donzoko, que j'ai pas vu. Donzoko. Quelle différence vous avez vue? Là, je parle à l'adapteur. Oui, la différence fondamentale, c'est que Kurosawa est beaucoup plus physique. Même si c'est du cinéma, c'est un théâtre de corps. Okay. C'est un cinéma de corps. Kurosawa a toujours gardé l'expression japonaise profonde du théâtre no, théâtre kabuki, tout ça, mais il est transmis dans un style cinématographique. Déjà, le langage est beaucoup plus cru, beaucoup plus direct. Donc, dans l'adaptation qu'on a, j'ai gardé énormément d'échanges de Kurosawa parce que le rapport est beaucoup plus violent, en fait. Donc, on tombe dans une société plus violente. Gorky est presque à la limite un plaidoyer. Oui. Hein? Les personnages sont là, mais... Il discourt. Il discourt, c'est ça, voilà. Tandis que Kurosawa, c'est le rapport direct entre les êtres humains. Et ça, ça change beaucoup. Et donc, ça m'a vraiment... engagé dans la pièce et en plus Kurosawa c'est mon metteur en scène préféré de cinéma. Donc déjà c'était pour moi un plaisir de voir comment lui avait traduit ça. Donc je pense qu'il a réussi à rendre les choses beaucoup plus crues. Par exemple le personnage de Nastia dans la pièce de Gorky, c'est pas vraiment dit qu'elle est prostituée, mais dans le film de Kurosawa c'est déjà plus avancé. Dans notre pièce c'est déjà établi. Et donc, il y a un processus d'histoire qui avance. Et peut-être, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans des sociétés beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, le langage peut devenir plus corporalisé, en fait. Oui, dans des situations comme ça, là, vous êtes à fleur de peau. Oui. Voilà. Une chose qui clôt le spectacle, par fait compliqué, connu aussi, c'est une phrase que je connaissais, comme quoi le spectacle dit à la fin, bon, l'acteur est mort. Quelqu'un est mort, l'acteur. Pour vous, quelle résonance ça fait, ça? Je sais pas, moi, j'en ai senti une. Je me suis dit, peut-être que la clé de voûte s'est effondrée, dans le sens que dans ce groupe-là, c'est quand même pas... pas parce qu'on est une émission de l'actualité théâtrale, mais c'est quand même pas innocent, c'est pas... Non, puis je pense que le symbole de l'acteur, en fait, parce que ces personnages, c'est des symboles. Et donc, ils représentent tous un symbole. Donc, c'est des archétypes, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que l'acteur peut représenter? L'imaginaire. Ouais. La vie plus grande que la vie. La fantaisie. Hein? La spiritualité, quelque part. Et tout d'un coup, alors, il peut y avoir plusieurs tendance à réfléchir ça. On pourrait réfléchir d'un côté que l'acteur, le fondamental de l'acteur dans la société, celui qui apporte la possibilité de l'art, l'art qui meurt, en fait. C'est l'art qui meurt, c'est l'âme qui s'en va aussi. Donc, c'est assez pessimiste, là. C'est réaliste. Ouais. C'est-à-dire que dans le sens que Gorky, et c'est là qu'il faut rendre hommage à des auteurs qui se permettent de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas inventer des fins qui n'ont
aucune réalité, en fait. Parce que, imaginons qu'on est dans les bas-fonds, OK? Et que la pièce finit sur une espèce de note ensoleillée, genre, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il y a une trahison. En fait, voilà, c'est un mensonge. Tout d'un coup, on se met à mentir. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais le problème, c'est justement parce que les gens ont peur que les gens ne font pas face à l'itinérance. Donc, il faut faire face à cette souffrance. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui sont en souffrance et qui sont en dérive. Il y a des gens qui sont pris dans les santé mentales. Il y a des gens qui essayent de s'en sortir de façon profonde. Donc, le fait qu'il finit en disant l'acteur s'est pendu, moi je crois qu'il donne la clé au spectateur de dire bon ben maintenant qu'est-ce qui se passe. Parce que eux peuvent pas, en fait, ils n'ont pas les ressorts possibles pour pouvoir agir. Il y en avait un qui l'aurait peut-être eu, ça aurait été lui. Voilà. Quelque part, il avait envie de s'en sortir. Luca est arrivé. Il y a le personnage de Luca qui arrive et qui est dans une espèce de lumière constante spirituelle qui essaye de les emmener vers une autre conscience. Donc, elle essaye d'influer cette conscience sur ces personnages-là, mais dès qu'elle disparaît, parce qu'à un moment donné, elle disparaît dans la pièce, tout leur univers s'effondre, en fait. Donc, ça veut dire aussi que les paramètres dans lesquels ils sont doivent être constants. Constants. Et je pense que c'est là que la réflexion commence, en fait. C'est comment tenir ces gens-là dans une constance humaine pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils arrivent à vivre une vie décente. Parce qu'on ne descend pas dans la rue parce qu'on a envie. Non, non, je ne pense pas, surtout quand il fait froid comme en Russie. Voilà, c'est ça. Puis donc, comme ici aussi. Voilà. Hein? Alors, mais justement, parce qu'en fait, on se rend compte que ces personnages-là se tapent les uns sur les autres, ils s'enfoncent, en fait, c'est presque des noyés qui essaient de s'en sortir, mais je pense que ce serait mieux de les assommer tous pour qu'au moins ils ne se calent pas mutuellement comme ils le font. Dans une précédente production du théâtre, votre compagnie s'appelle La Lettre 5. Oui, La Lettre 5. Vous avez présenté le Splendeur et misère du Troisième Reich. Grande peur et misère du Troisième Reich. Grande peur et misère. Splendeur et misère, ça aurait fait ça. Mais Grande peur et misère du Troisième Reich. Est-ce que c'est donc on ressent une écriture, on ressent surtout une écriture dans votre démarche, ça fait, je veux dire, quel lien entre les deux pour vous? Est-ce qu'il y en a un qui était une cause vers l'autre? Parce que je ne l'ai pas vu, malheureusement. Oui, le Grande peur et misère du Troisième Reich, c'est la vie au quotidien durant le régime nazi. Et donc, c'est aussi la peur, c'est aussi l'interaction des gens, de la vie, dans un système autoritaire voilà, totalitariste. Et donc, le rapport avec Gorky, le rapport avec les bas-fonds, c'est un rapport politique et social. Oui. Mais justement, comment on peut reconnaître aujourd'hui Gorky? On peut reconnaître Gorky, même pas loin d'ici, là. Juste avoir beaucoup d'Amérindiens, d'Inuits et tout ça. Pas juste eux, en plus. Dans les bas-fonds, pas dans les grands-peurs et misères du Troisième Reich, reconnaissez-vous ça aussi ici? Peut-être pas comme Hitler, mais une forme il y a une forme totalitarisme. C'est-à-dire que je pense que les systèmes politiques sont devenus beaucoup plus intelligents. Malin, vous voulez dire dans le sens malin? Il y a une intelligence, politique de domination. Elle est beaucoup plus subtile. Voilà, elle est beaucoup plus subtile. On a fabriqué le consentement, il faut dire. Hein? Voilà, exactement. C'est comme si tout d'un coup, on ne sait pas sous quelle espèce de botte on est couché, quoi. Ouais. On a l'impression qu'on n'en est pas, en fait. Donc, on pense que c'est nous qui l'apportons. Voilà, en plus, je pense que le système s'est infiltré quelque part, beaucoup plus malin. Voilà, Si vous permettez, M. Migliaccio, on va prendre une pause pour écouter un extrait, justement, des bas-fonds. Ah, OK. J'ai connu quelqu'un qui croyait à la terre des justes. Il disait, il faut qu'il y ait une terre des justes quelque part, habitée par des gens extraordinaires, des gens de bien, qui s'estiment entre eux, qui s'entraident, sans discuter. Là où tout se passe à merveille, il se préparait à aller rejoindre cette terre. Il était pauvre, il vivait mal, mais même quand il a été à bout, sans plus rien d'autre à faire que se coucher et attendre la mort, il n'a jamais perdu courage. Il souriait et il disait doucement, « Ce n'est rien, patience. Un jour, je laisserai tomber tout ça et je partirai pour la terre des justes.
Il ne connaissait qu'une joie, cette fameuse terre. Alors, on reconnaît Louise Boisvert. Louise Boisvert, dans le ouais. personnage de Luca. Très prenante d'ailleurs là-dedans, parce qu'elle est très touchante. Donc, vous avez fait la particularité d'emmener une pièce assez loin du centre-ville. On est du Chatouilleux, hein? Même si on se veut courageux artistiquement, on n'aime pas ça se déranger trop. Mais en tout cas, on est allé jusqu'aux ateliers, avec grand plaisir aux ateliers Jean Briand, derrière le métro Lionel-Groulx. Ouais. Pour vous, c'est quand même pas innocent. Là. Cet espace-là, c'est un peu comme l'Arsenal. C'est un grand... c'est un lieu magnifique. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. C'est comme une usine désaffectée, mais réaménagée. C'est un atelier sculpteur. Jean Briand est un sculpteur. Donc, c'est une architecture qui est là. Et ça nous intéressait. Déjà, pour nous, la compagnie de la lettre 5, ce qui est important, c'est de trouver des lieux alternatifs. Ouais. C'est de faire en sorte que le théâtre se déplace dans des lieux de ville. Et donc, on se retrouve dans l'architecture des ateliers Jean Briand, comme si elle était là, elle nous attendait pour mettre en action cette pièce, quoi. Donc, je pense que ça devient intéressant que le théâtre se déplace dans des lieux qui ne sont pas de théâtre. Par exemple, si on était au théâtre, il aurait fallu construire un décor d'architecture, de pierre, de poutre, d'acier. On aurait pu le faire. Ça aurait coûté énormément d'argent et puis on se retrouvait dans un certain environnement théâtral. Mais là, on se retrouve dans la brique, dans les pierres, dans les poutres, dans l'acier d'un endroit à Montréal. Et donc, le théâtre dit que le théâtre peut prendre place n'importe où, n'importe quand. Il peut exister dans un lieu particulier. Et ça nous intéresse de faire sortir les gens de Montréal. Mais venez, parce que c'est intéressant d'aller dans des lieux qui sont différents, d'aller voir le théâtre ailleurs que dans le théâtre dont on a l'habitude. Oui. Les principaux choix de mise en scène artistique. Donc, vous en avez un, premièrement, si vous déplacez jusqu'aux ateliers Jean Briand, qui, en eux-mêmes, auraient pu être naturellement un lieu qui aurait accueilli des itinérants. Absolument. Oui, qui aura pas, probablement, c'est peut-être déjà arrivé à un atelier pas loin de là. D'autres choix artistiques. Vous parlez aussi du comment on peut dire ça, vous appelez ça l'expressionnisme réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de jouer? Qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de deux techniques particulières. L'expressionnisme, influencé par le cinéma allemand, par l'art japonais, et puis le réalisme social, influencé justement par Tchekhov, Gorky, et tout ça. Donc, on se retrouve dans ces deux influences. Moi, ce qui m'intéresse dans l'expressionnisme, c'est que c'est la corporalité, en fait. C'est que l'acteur, quand les spectateurs viennent voir le spectacle, ils voient un acteur, ils voient un corps d'acteur qui traduit des pensées, qui traduit des affects, qui traduit des émotions. Ça, c'est fondamental pour l'expressionnisme, s'inscrit dans l'expression personnelle, exaltée du monde. Et cet expressionnisme-là se retrouve dans une réalité sociale qui est inscrite dans un échange entre les personnages, dans une situation précise. Et donc, c'est une lecture un peu différente. Je pense que nous offrons une vision du théâtre différente. Et donc, ça, c'est un autre aspect qui pourrait faire en sorte que le spectateur vienne jeter un coup d'œil. On est une jeune compagnie, on a commencé en juin de l'année passée. Et donc, cette ferveur, en fait, qui se retrouve dans le masque, parce que ce travail de masque, en fait, dont du travail... Justement, c'est parce que là, si on parle des comédiens, il y en a beaucoup qui ont le visage blanc. Est-ce que ça fait partie de l'esthétique? Oui, absolument. Des repères de cette... Oui, c'est-à-dire que dans l'expressionnisme, il y a l'idée du masque. Donc, on tombe dans le symbole et dans l'archétype. En mettant cette espèce de masque, en fait, qui est sur le visage, qui est peint, qui est du maquillage, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'acteur qui est détaché du naturalisme. Donc, on ne peut plus s'identifier à lui en tant que l'acteur, la personne que je connais. On prêche le faux pour savoir le vrai. En fait. Voilà, mais on lui donne le masque de la possibilité du personnage. Et ce masque, en fait, ce persona, comme Jung pourrait le nommer, ce persona va, lui, agir. Et donc, l'idée de masque est fondamentale dans le théâtre. Ça remonte au rituel primitif où l'officiant, l'initié, se revêt du masque et qui quelque part disparaît derrière le masque dans une espèce de sacrifice humain qui fait qu'il se retrouve dans une autre identité, une identité qui est beaucoup plus exaltée et qui se retrouve dans un univers artistique, donc fondamentalement spirituel. Oui.
Et comment on dirige dans un tel, avec une telle structure, parce que vous avez le masque et tout, donc on ne peut pas s'accrocher au réalisme ou au texte. Ils n'ont pas vu naître le texte comme des gens. Oui, j'essaye beaucoup de faire en sorte que l'acteur ne se dirige pas trop vers la psychologie. J'essaye de faire en sorte que l'acteur se dirige vers son corps. La mémoire, c'est le corps. Et donc, de trouver la mémoire du corps dans l'acte théâtral. Oui. Donc, moi, j'encourage mes acteurs à chercher en eux-mêmes les pulsions profondes, les pulsions personnelles qui vont se manifester dans le corps. Oui. Et donc, après, c'est un échange de corps qui se produit et le texte, c'est le souffle. Donc, le texte, il est articulé par le souffle et il prend son sens parce que le corps, lui, est en agir. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le premier travail. Le premier travail, c'est de trouver le corps de l'acteur qui va lui faire agir le texte par la respiration de ce corps. Ouais. Et donc, il y a le son, il y a l'image. Donc, on est dans un théâtre d'image. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas l'entraîner, ce corps-là? Parce que je pense, par exemple, à l'antagoniste entre Stanislavski puis Meyerhold. C'était qui l'autre, là? Meyerhold. Et justement, il y avait des entraînements. Absolument, mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que Stanislavski, à la fin de sa vie, a remis en cause toute sa philosophie psychologique parce qu'il s'est aperçu que le corps était fondamental aussi. Ouais. Et donc, on a un autre théâtre de corps. Mais je pense que le théâtre de corps, c'est un théâtre révolutionnaire. Et je pense que la société, elle a accepté la psychologie au théâtre parce que c'est beaucoup moins dérangeant, en fait. Ben, pour probablement fabriquer le consentement dont on parle aujourd'hui. Voilà. Donc, le théâtre... Parce que peut-être que Stanislavski l'a mis en doute, mais il y a toute une prolongation de lui. Il n'a pas eu besoin de lui donner le bouche à bouche au naturaliste pour le faire vivre. Hein. Il arrive jusqu'à New York. Hein. That's right. Absolument, absolument. Mais de toute façon, ça a été le débat, puis ça sera toujours le débat entre le théâtre de corps et le théâtre psychologique. Ouais. Il ne faut pas oublier que il y a eu Stanislavski, mais il y a eu Antonin Artaud. Et pourquoi Antonin Artaud n'a pas reçu, en fait, les hommages qu'il aurait dû recevoir, parce que c'est lui qui a influencé tout le théâtre moderne, tous les mouvements, Living Theatre, Tadeusz Kantor, Ariane Mouchkine, toutes les influences, Jacques Lecoq, toutes les influences viennent de ce monsieur-là, quoi, qui est un monsieur extraordinaire, qui m'a beaucoup influencé. Donc, dans la recherche que l'on fait dans notre compagnie, nous sommes dans cette recherche du corps, de la corporalité, de la mémoire du corps. Et comment inscrire un personnage dans sa vie physique. Pour moi, c'est plus important que d'essayer de rentrer dans les méandres psychiques d'interaction. Qui peuvent tellement varier aussi selon les humeurs, les modes et tout. Alors, M. Migliaccio, merci beaucoup pour cette conversation super intéressante. Merci, en tout cas. Merci. Et pour aussi vous inviter à aller voir, nous inviter, en fin de compte, tous les auditeurs des voix off, pour aller voir Les Bas-fonds de Maxime Gorky. Comment on appelle ça? Une adaptation que vous avez faite entre les scénarios de Kurosawa et texte de Maxime Gorky. Donc, c'est présenté aux ateliers Jean Briand et ce jusqu'au 23 février. 23 février. Merci. Voilà. Merci à vous.